Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est très heureux de vous retrouver pour la 5e édition des Cafés de l'Histoire. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore le concept des Cafés de l'Histoire, c'est en fait une idée qui a été impulsée par le groupe de travail Histoire de la CIM, qui consiste à vous faire découvrir le passé de la CIM, les moments forts, et ça sur un format très court de 30 minutes. Cette nouvelle édition, elle va porter sur la découverte du nouveau quartier et elle est animée par Marie-Claire Vitou et Régis Boula. Pour les présenter rapidement, Marie-Claire Vitou est maître de conférences honoraire en histoire contemporaine et elle est également membre de la Société d'histoire et de géographie de Mulhouse. Aujourd'hui, elle nous fait l'honneur d'être là pour partager ses connaissances sur le sujet du nouveau quartier. Cette conférence est aussi animée par Régis Boula, qui est maître de conférence en histoire contemporaine à l'UHA. Il est aussi l'un des intervenants de la dernière édition des Cafés de l'Histoire. Donc voilà, toute l'équipe de la CIM et les membres du groupe de travail Histoire vous remercient d'avoir répondu présent à pour cette 5e édition. Et je laisse maintenant la parole au conférencier. Merci. Merci beaucoup, Elisa. Bonjour Marie-Claire, bonjour à toutes et à tous. Nous avons sous les yeux un plan de Mulhouse qui date de 1848, sur lequel on peut distinguer à la fois le centre historique. Alors, on trouve cette forme caractéristique d'amande, petit peu effilée de chaque bout. On devine encore le triple fossé qui enserrait la ville médiévale et qu'on devine, qui est bien connu sur le plan de Mérian de 1648. Mais sur ce plan, entre le canal et le cœur historique, on découvre un quartier qui apparaît un petit peu, voilà, différent des autres, de forme triangulaire. Et ce quartier, c'est évidemment le nouveau quartier. Et la première question que j'ai envie de poser à Marie-Claire, c'est concerne un peu le contexte dans lequel ce quartier s'est progressivement construit dans les années 20 et 30. Voilà, quel est le contexte politique, économique dans cette ville de Mulhouse? Alors, bien sûr, les deux grandes dates, 1746, la première manufacture d'impression sur étoffe, avec vraiment l'entame d'une transformation structurelle. Donc, de ce point de vue-là, c'est une révolution, transformation structurelle de l'économie, de la société, des rapports de classe, entre guillemets, etc. Le deuxième point de repère, c'est évidemment 1798, le rattachement de Mulhouse à la fois à la France des droits de l'homme, donc très volontairement, et en même temps, l'étranglement par un cordon douanier qui a obligé la ville à devenir française. En tous les cas, cette double révolution va, comment dirais-je, accélérer la mutation urbaine de la ville, le contexte du point de vue urbanistique, cette fois-ci, là j'ai peut-être été un petit peu rapide, oui, peut-être un troisième élément du point de vue politique, c'est que ce rattachement de Mulhouse à la France a été un rattachement à la France, disons du directoire, c'est-à-dire on va dire de la République, pour aller vite. Par contre, dès 1814-1815, c'est le retour au Bourbon, et ça, on entre dans une décennie, 1815-1825, date de création de la CIM, on rentre dans une décennie de troubles politiques terribles. Le cousin de Nicolas Quéclin, Jacques, fait 1 an de prison à Sainte-Pélagie pour avoir organisé des complots libéraux. Le contexte politique a été extrêmement... Enfin, la ville est ingouvernable pendant 10 ans. Et puis, on signe la fin de la récré en 1825-1826 et on décide de se gouverner tout seul. Les préfets, tout le pouvoir parisien, ils peuvent aller voir ailleurs si on y est. Les Mulhousiens se débrouillent tout seuls et à ce moment-là, on se lance dans les affaires et dans la transformation urbaine de la ville. Voilà. Quant au contexte urbain lui-même, j'aurais tendance à comment dirais-je, à le caractériser par 2 mots. C'est un chantier permanent et c'est un cloaque. Parce qu'on a une ville qui est en train d'exploser et qui sort des remparts médiévaux en raison de l'industrialisation, en raison de cette croissance quand même assez phénoménale. Et donc, la ville explose littéralement. Absolument. Il faut voir qu'elle est doublement corsetée au Moyen-Âge, depuis le XIIIe siècle, avec d'une part la ceinture des remparts, dont il reste presque rien, et puis d'autre part, c'est 3 canaux au nord et 4 canaux au sud qui l'enserrent complètement. Et Pierre Fluck a bien démontré la façon dont, entre 1746
et 1798-1800, les manufactures, heureusement qui ne sont pas encore à la vapeur, hein, donc qui sont bien des manufactures au sens premier du terme, se sont glissées dans la clandestinité paysagère à l'intérieur de la ville. Donc, il y a là un besoin d'espace absolument immense pour les usines. Et puis surtout, la ville a commencé à attirer un certain nombre d'ouvriers pour venir travailler dans ces manufactures. Et la ville est en train de se todifier. Les espaces libres, qui étaient quand même généreux, je dirais, jusque le milieu du XVIIIe siècle, se sont remplis à très grande vitesse. Et c'est important parce que ça veut dire que la ville médiévale et moderne, c'est une sorte de niche écologique qui génère du déchet, mais qui le gère, qui l'élimine, qui l'expulse. En particulier sous forme de fumier pour aller dans les champs, des urbains, ça part avec l'eau, etc. Et à partir des années 1760, le magistrat dit que les maladies se répandent parce qu'il y a trop de densité de population dans les habitats. Donc la ville devient aussi un cloaque et les élites manufacturières vont aussi avoir envie de la quitter. Enfin, on va y revenir. Voilà. Et c'est donc dans ce contexte-là que, en 1826, Nicolas Colin décide d'un grand projet. Alors, il n'est pas tout seul, hein, il a des associés, décide d'un grand projet urbanistique qui va complètement bouleverser les choses et changer la physionomie de la ville. Absolument. Alors, ce projet urbanistique, c'est une révolution, n'abusons pas des mots, mais quand même, c'est d'abord une révolution mentale. Parce que les élites manufacturières qui sont, comment dirais-je, les descendants des grandes familles qui déjà, comment dirais-je, dirigeaient la ville, hein, et Raymond Oberlé a montré la façon dont il y avait un oligopole, hein, qui s'était constitué, renforcé, castifié en quelque sorte dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Ces grandes familles sont mulhousiennes, enracinées très profondément. L'indépendance politique de la ville, depuis on va dire au moins depuis l'accord, comment on dit, le rattachement en quelque sorte à la Confédération helvétique, je cherche le mot maintenant. En 1515, le traité, l'alliance. Le traité d'alliance, on va chercher le mot, il ne me venait pas. Le traité d'alliance de 1515, c'est une ville qui se gouverne elle-même par ses grandes familles. Et leur sentiment d'appartenance à la vieille ville est extrêmement fort. Et donc, il faut une véritable révolution mentale pour accepter de la quitter, pour sortir des murs. Et on passe de cette volonté de vivre ensemble, qui est caractéristique de la ville médiévale et moderne, à l'abri des remparts, vers le vivre entre soi, qui est la caractéristique des villes de l'époque contemporaine, depuis le début du XIXe siècle. Donc, on a une révolution mentale qui est à la fois politique, on s'éloigne du cœur de la cité dont on est le dirigeant, et en même temps, on va vivre entre soi. Et c'est le début de la ségrégation socio-spatiale, pour employer un très vilain mot. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est en effet de penser un projet immobilier. Ça, c'est exceptionnel à l'aube du 19e siècle. Alors, on va faire la comparaison avec Manchester, parce que j'avoue que j'en ai un petit peu assez parfois quand cette litanie des Mulhouse est exceptionnelle, elle est extraordinaire, elle est unique, etc. On ne peut le dire qu'à partir du moment où on a des points de comparaison. Voilà, toute histoire est spécifique et peut faire son petit cocorico localo-local. Mais c'est vrai, voilà, j'arrive à la même conclusion. Mulhouse est assez exceptionnel et on peut faire cette comparaison avec Manchester, qui a le même type de développement économique, social et même à la limite politique. Et pour Manchester, les élites font quitter la ville, mais ils ne vont pas du tout faire comme ça, c'est-à-dire un projet immobilier cohérent. Ils vont aller sur les hauteurs aérées entourant la ville, et ils vont faire du My home is my kingdom, hein. Ils vont se mettre dans leur petite villa avec un beau jardin, et là, on a un projet collectif, pensé collectivement, avec de l'habitat collectif. J'exagère un peu, hein, ce n'est pas un HLM, hein, mais je veux dire par là, ils restent groupés. Et deuxième élément caractéristique, ils sont tout près de la ville. Alors vous allez me dire, le Rébergue n'est pas colonisable parce qu'il y a un problème d'eau.
il ne sera qu'à la fin du 19e siècle, mais il n'empêche qu'ils ne vont pas se mettre à Pfastatt, à Rixheim, à Riedisheim, où il y a voilà, hein, de l'air, hein, et ils vont rester très groupés dans la ville. Donc c'est vraiment un projet immobilier exceptionnel dans une logique pourtant, dans un pays et dans une ville qui est profondément dans l'individualisme libéral. Donc ça, c'est vraiment caractéristique de Mulhouse. Et la cime est évidemment représentative de ce penser collectif à partir d'individus qui sont en compétition. On est dans un système économique de compétition. Et Mulhouse sécrète de la réflexion collective. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, oui. Qu'est-ce qu'on peut dire? Entre-temps, j'ai changé de diapo, oui. Pour qu'on ait à l'image un plan, la physionomie du projet. Qu'est-ce qu'on peut dire très brièvement, hein, parce qu'on ne va pas s'appesantir là-dessus, de l'aspect architectural, des architectes, du projet en lui-même, mais très brièvement. Oui, alors très brièvement, on est en 1826-1827 et là, la réalité va frapper de plein fouet le projet. Comme vous le voyez, le projet, alors le réseau Villers montre, à partir de la place de la République, tout à fait en bas de la diapo, la place de la République actuelle, montre ce projet qui était un projet d'un éventail. Hein. Donc une espèce, on sort de l'axe nord-sud et on aurait eu comme ça une ville qui se serait étalée en éventail. Mais 1827, c'est une des multiples crises qui a émaillé le développement très chaotique des affaires tout au long du 19e siècle, mais surtout dans la première moitié du 19e siècle. Et donc, là encore, une qualité assez mulhousienne ou de nos élites mulhousiennes, c'est le pragmatisme. Donc, en fait, le projet, si le réseau Villers est là, le projet est réduit, en fait, à ce système d'arcade. Alors, le projet immobilier… Au départ, j'ai retrouvé cette planche-là. Le projet est effectivement beaucoup plus vaste. On le voit dans son intégralité, c'est assez sidérant. Mais absolument. Seulement une partie, celle qui est matérialisée sur ce plan-là, n'est finalement construite. Les architectes sont strasbourgeois, je crois. Oui, absolument. Les architectes sont strasbourgeois et le modèle est, c'est la rue de Rivoli qui est terminée, ou qui est quasiment terminée en 1805, pardon. Et on voit bien en effet cette ouverture mentale de Mulhouse, mais là encore, faisons de l'histoire culturelle, c'est pas nouveau. Mulhouse était une enclave qui, tout au long du 19e siècle, est allée chercher les modèles de l'époque médiévale, est allée chercher les modèles ailleurs. C'est pas une enclave fermée du type NIMBY, bien fermée sur soi. Et donc, ils sont allés chercher les modèles, les compétences, et en particulier vers cette France de la liberté d'entreprendre, la liberté politique, la souveraineté politique, etc. Donc, c'est le modèle de la rue de Rivoli. Alors, c'est très intéressant parce que c'est à la fois le modèle sur arcade. Ça veut dire qu'il peut y avoir des commerces sous les arcades. Et donc, les femmes de la bourgeoisie, les dames et damsels, hein, pouvaient se promener sans se faire mouiller. Il y avait le mall, qui est le café qui était le lieu de sociabilité où on venait lire le journal, où on venait échanger, etc. Le mall est toujours là. Hein, et il y avait les hôtels particuliers qui faisaient résidence. Et puis la base du triangle, ce superbe bâtiment qui a été offert par Nicolas Quéclin à la cime. Voilà. Alors, évidemment, au cœur du triangle, il y a ce parc dont le plan et l'aspect triangulaire fait beaucoup causer, puisque, pardonnez-moi l'expression, soit certains vont avancer l'aspect topographique pour justifier ce plan-là, d'autres vont avancer évidemment la référence à la franc-maçonnerie. Ce parc, il est privé jusqu'à la fin du 19e. Jusqu'à la fin du 19e siècle, absolument. D'ailleurs, il y avait symboliquement, en quelque sorte, une sorte de petit arc de triomphe à la hauteur de là où il a la colonne de Jacques Quéclin. Il y avait une sorte de petit arc de triomphe comme ça, avec une petite chaîne. Et donc, les propriétaires, il n'y avait pas de copropriété évidemment à ce moment-là, autorisaient évidemment le passage pour aller, on va y revenir certainement, vers la gare, le canal, etc. Mais c'était privé jusqu'en 1884. En 1884, on est donc à l'époque allemande, avec d'autres relations politiques très fortes. Quelques années plus tard, le dernier maire de l'élite protestante démissionnera, hein, et donc on va avoir une sorte de professionnalisation des maires avec l'administration allemande. Et donc, on est dans un autre état d'esprit de la relation entre le bien privé et l'espace public,
Hein. Et du coup, en 1884, l'entretien du parc étant payé par la ville, ben, du coup, le parc devient privé. Et je crois que c'est seulement en 1925 qu'il y aura une location avec un bail amphithéotique pour 99 ans à la ville. Alors, j'attire l'attention de la ville, d'ailleurs, ça va bientôt venir à échéance. Alors, peut-être que ça va faire comme pour Hong Kong. Ça va Voilà. revenir à la société, Oui, très bien. à une société privée. Avant de revenir sur l'aspect un peu CBD qui ne dit pas son nom de ce quartier, puisqu'effectivement, il y a la gare, le canal derrière, enfin bon, on va y revenir tout de suite. Peut-être encore juste un mot sur, sur ces appartements qui représentent quand même un progrès considérable en matière de logement, en matière de salubrité. Enfin, on a affaire à quand même de très beaux appartements. Tout à fait, ce sont vraiment des appartements. Écoute, ça fait penser un petit peu, c'est le modèle parisien, si tu veux, hein, de ces hôtels particuliers qui sont, là, ils sont simplement les uns à côté des autres, hein, ils ne sont pas disséminés dans la trame urbaine, mais tout à fait, alors, c'est en même temps, c'est pas flashy, hein, il faut faire la différence entre le luxe et le confort. On est quand même dans une mentalité, comment dirais-je, d'une immense aisance, mais pas dans l'ostentation, ça reste encore derrière les façades, derrière les portails, derrière les portes cochères. Hein. Je veux dire, nous sommes dans un monde protestant, comment dirais-je, un protestant libéral, hein, pas un protestant rigoriste. Bon, il y a des querelles de chapelle, si je puis dire, au sein du protestantisme mulhousien, mais ces grandes familles, mais il y a comment dirais-je, une privatisation voilà, qui fait qu'on n'est pas dans l'ostentation que, par exemple, on verra un petit peu plus tard, la génération suivante, chez les Schneider, par exemple, au Creusot, qui, eux, au contraire, ont des hôtels parisiens avec grand luxe. Hein. Je suis intéressée d'ailleurs parce que pour les catholiques, dans le vêtement, c'est souvent les femmes qui vont montrer la richesse du mari, hein, avec des bijoux, etc. Mais là, même les femmes protestantes sont très, très, très habillées de noir, très, très sobres. Hein. Donc oui, c'est un immense progrès, c'est du très grand luxe, du très grand confort. Les latrines, par exemple, sont sur fosse. Donc on a là, comment dirais-je, des aménités, comme on dirait en anglais, qui sont très, très développées, mais sans ostentation. Juste un mot pour terminer. Ce modèle-là, donc il va être habité entre 1827, mais à partir des années 1840, le modèle de villa individuelle va s'imposer et on aura donc ces merveilleuses maisons qui vont se construire le long de l'avenue Clémenceau actuelle jusqu'à la porte du Miroir. Et ce modèle d'habitat collectif va laisser place à un autre moment culturel d'affirmation de soi par le jardin, par la villa palladienne, etc., à partir des années 1840. Lorsque Charles X vient visiter la ville en septembre 1828, écrit un article très, très célèbre et qui fait autorité sur la question, finalement, il visite un petit peu ce qu'on appellerait en géographie aujourd'hui un CBD, quoi, un Central Business District, puisqu'il y a la bourse du commerce, le siège de la société, la société industrielle n'est encore pas là, mais en tout cas, elle va bientôt y arriver. Il y a derrière le canal, il y a derrière la gare. Donc, ce quartier, il est également stratégiquement placé et c'est vraiment le centre, le cœur de cette Mulhouse industrielle tout au long du 19e, en quelque sorte. Absolument. Alors, quand on regarde là, ton plan, ou même celui, le plan de 1848, oui, je dis bien 1848, 1848, oui. voilà. Ce que tu vois, c'est que pourquoi le choix de cet endroit-là? Parce que finalement, la bande qu'il y a au pied du Rébergue est relativement contrainte. Mais si on regarde bien, on est à un lieu qui fait que je dis souvent que Mulhouse devrait s'appeler Strasbourg, parce qu'on est vraiment au cœur d'un réseau viaire. On est dans l'axe nord-sud qui va vers le Colmar, hein, puisque c'est le prolongement de l'avenue de Colmar et de la rue du Sauvage, hein, où se situait d'ailleurs la porte de Bâle, hein, qui est maintenant un peu décentrée. Donc, on est dans l'axe nord-sud, et à partir de là, quand on sort du dernier rempart et des derniers canaux, paf, on part à gauche vers Bâle, on part à droite vers Altkirch. Autrement dit, on est là dans un lieu des villes. Et par ailleurs, depuis 1810, on a commencé à creuser le canal du Rhône au Rhin.
et en particulier en 1830. Donc on entoure la formation en 1827 de ce quartier. On a commencé à creuser ce canal à partir de 1810 avec des prisonniers de la guerre d'Espagne, à l'époque napoléonienne, qui va relier, ça c'est le modèle anglais, qui va servir de transport des pondéreux, et en particulier qui va être mis en eau en 1830 entre Ronchamp, connu par sa chapelle du Cordelier, mais qui a du charbon, du mauvais charbon, mais enfin, faute de grive, on mange des merles. Donc, qui va relier Ronchamp, dont André Quéclin, d'ailleurs, le cousin, est actionnaire, jusqu'à Mulhouse pour amener cette matière première essentielle. Je rappelle que la première machine à vapeur, c'est à équiper la filature de DMC tout à fait au nord, là, en 1812. Donc, on a besoin de charbon. Donc, dans cet emplacement-là, on a les routes médiévales et modernes, on a le canal, et puis en 1839, on aura le chemin de fer, dont Nicolas Quéclin, promoteur du nouveau quartier, est également le promoteur. Et donc, on a une sorte de concentration là, on dirait peut-être un hub de nos jours, de concentration des moyens de transport. Et c'est essentiel, parce que Mulhouse, c'est une ville, elle n'a pas de pétrole, bon voilà, elle n'a pas de coton, elle n'a pas de charbon, donc c'est une ville qui est reliée. Et d'ailleurs, tout au long du Moyen-Âge, enclave, mais reliée. Et moi, je dis que c'est une ville un peu appareillée, un petit peu qui a besoin de recevoir, comme un malade, en quelque sorte, qui a besoin de recevoir ses matières premières et qui a besoin d'exporter, puisque c'est une ville-monde. C'est pas mal, la ville-monde, à cette époque-là. Donc, c'est un choix absolument stratégique. Et évidemment, on savait qu'on allait creuser le bassin. C'est la question que j'allais te poser, c'est-à-dire, voilà, est-ce que Nicolas Quéclin une démarche intellectuelle qui pourrait s'apparenter à celle, je sais pas, d'aménageurs contemporains qui, lorsqu'ils installent une gare TGV au milieu de nulle part, se disent on va faire surgir un quartier d'affaires à côté, voilà. Comme ça, on sera les rois du pétrole. Et toute proportion gardée et replacée dans le contexte, est-ce qu'il y a cette démarche qui va voilà, qui est cohérente et qui va du début à la fin chez Nicolas Quéclin? Ah bah oui. Et puis alors bon, il y a Nicolas Quéclin, mais je veux dire, il est nourri intellectuellement. Je veux dire, il a d'une part ses contacts avec la France, par exemple, mais aussi par les contacts grâce à la CIM. Je veux dire par là qu'il sait que Nicolas Quéclin, enfin André Quéclin, ils ne peuvent pas se blairer, ils sont à couteau tiré, les discussions familiales le dimanche devaient être crignolettes, mais il sait que André Quéclin a commencé à acheter des terrains là pour faire la future SACM. Il sait là, depuis 1810, le Quéclin, il rachète pour pouvoir avoir son pôle industriel là, tiens, comme par hasard, pile poil dans la boucle du chemin de fer, et Nicolas Quéclin va mettre ses ateliers de locomotive directement embranchés sur la ligne de chemin de fer. Il discute avec Dollfus Mig, qui en 1800 s'est installé là à Dornac. Donc, il a plein de discussions. Il sait que c'est là que ça se bouge, il sait que c'est là que ça se fait, et il sait que le lieu est absolument stratégique. C'est là qu'il faut mettre comment dirais-je, ce hub ou ce CBD. Et là, cette vision pluriscalaire, c'est ça qui est assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils ont à gérer chacun leur entreprise, mais ils lèvent le nez du guidon, ils ne pédalent pas, et ils ont une vision pluriscalaire. Et ça, pour moi, cette enterprising spirit à la mulhousienne, c'est vraiment le fruit de siècles d'histoire qui ont combiné l'esprit protestant, l'esprit des Lumières, l'esprit franc-maçonnique et l'esprit libéral, si on veut, et l'indépendance politique. C'est pour ça que moi, je ne sais pas de la poule et de l'œuf, si c'est, par exemple, tout à l'heure, tu parlais du triangle, est-ce que c'est franc-maçonnique ou est-ce que c'est parce qu'on ne pouvait pas faire autrement sur cet espace-là? Je dirais les deux, mon capitaine. Je ne sais pas ce qui a été déterminant, mais il y a un cocktail culturel absolument remarquable là. Peut-être une dernière question, puisque le temps passe. Oui. Tu as évoqué tout à l'heure un arc de triomphe. Alors moi, j'avais lu, je crois qu'il n'avait pas été construit, cet arc de triomphe. Est-ce qu'il a vu le jour ou pas?
Alors, là, tu me poses une colle, je te remercie. Il en faut toujours une. Il en C'est faut pour mon toujours édification une. personnelle. Sincèrement, bon, là, je peux pas je peux Oui, pas, oui, je oui. mettrai pas ma tête sur le bio. Voilà, Bon, hein, voilà. Je je suis voulais pas pas te une prendre en des. défaut, pardonne-moi. Voilà, voilà. Mais ma dernière question, elle concerne la manière dont tu as évolué et ce qu'est devenu ensuite ce quartier à la fin 19e et progressivement au 20e siècle. Est-ce que sociologiquement, on est resté sur les mêmes habitants? Est-ce que commercialement, ça a été une réussite? Est-ce que j'ai cru lire aussi que commercialement, ça va vraiment pas été la réussite qu'on escomptait au départ? En tout cas, que les magasins n'étaient pas venus s'implanter autant qu'on l'espérait, etc., etc. Comment ce quartier a évolué? Alors, le quartier a évolué en effet par, bon, comment dirais-je, il y a de nombreux habitants, dont très beaux appartements. Donc, il y a un certain nombre d'anciennes familles hein, qui sont restées, même si c'est évident que le XXe siècle a vu le déracinement d'un certain nombre de familles mulhousiennes, surtout après les années 1960, mais ça reste des locataires des classes moyennes supérieures, on va dire, hein, qui viennent ici, qui apprécient la proximité avec la gare, il faut être clair, ça c'est certain. Quant au commerce, alors là, ce n'est pas l'historienne qui va parler, c'est la néo-mulhousienne arrivée en 1977 pour vivre à Mulhouse. Donc il y a plus de 40 ans maintenant, je peux t'assurer que les magasins qui, en particulier celui, alors je ne sais jamais quel est le nom de la rue, mais qui va directement sur la gare, hein, donc sur tes images, celui qui est à droite, était extrêmement fonctionnel. Je me suis habillée là-bas, le café Mall était très actif, et en fait, il y avait un photographe qui était de renommée hein, pour aller faire tirer ses photos, qui était voilà. Donc c'est vrai qu'on est actuellement dans une période de reconstruction, de reconstitution du tissu commercial, avec une recherche tout de même de haut de gamme un petit peu hein, pour correspondre au quartier, mais il est resté très très longtemps des commerces qui avaient toute leur vitalité. Hein, je peux en témoigner. Et c'est vraiment les mutations commerciales qu'a connues Mulhouse, je dirais, dans les 30 dernières années. Moi, je l'ai vécu, hein, alors que ça fait 40 ans seulement que je suis ici. J'ai vraiment vécu ce balbutiement avec la concentration sur l'hypercentre, etc. Donc, la crise des commerces un petit peu périphériques, mais c'est un autre sujet. Hein. Voilà. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Marie-Claire. J'imagine qu'il y a de nombreuses questions qui vont être posées par les auditeurs. Oui, merci Madame Vitou, merci Régis de nous avoir fait voyager et découvrir le nouveau quartier. Je vais maintenant laisser la parole aux participants, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et les intervenants y répondront avec plaisir. Je confirme. Alors, une question de Monsieur Jacques Droit. La période allemande a-t-elle influencé le nouveau quartier? Alors, c'est vraiment une très très bonne question qui questionne quelque chose qui n'est pas complètement, qui n'a pas été complètement travaillé, je dirais relativement peu. Je m'explique. Mulhouse n'est pas Strasbourg. C'est-à-dire que les autorités allemandes ne considèrent pas Mulhouse comme étant une ville prioritaire. Ils vont, par exemple, doter Strasbourg d'une gare monumentale, Metz pareil, Colmar pareil. Mulhouse, on ne change pas la gare de 1841. Hein, voilà. Donc, et Mulhouse n'est administrativement pas, c'est jamais qu'une petite sous-préfecture. On a fait un Kreis, mais on l'a bien noyé, la grande ville, avec plein de petites communes autour, rurales. Donc, ce n'est pas une ville qui est essentielle et qu'on va aller chatouiller. Deuxième raison pour laquelle on la laisse un peu tranquille, c'est qu'il faut gérer cette bourgeoisie industrielle, mettre en son domaine. Alors, on fiche la paix à la cime, hein, qui continue à discuter en français, qui organise des cycles de conférences populaires ou un peu savantes en français, qui invite des conférenciers français et qui ne demandent pas leur avis aux autorités allemandes. Donc, on ne va pas aller les chatouiller. Et on ne va pas aller les chatouiller au nouveau quartier. Donc, les autorités allemandes, en particulier les maires fonctionnaires, et je pense en particulier à Karl Hack, qui a été vraiment un maire
maire fonctionnaire, donc extrêmement compétent et extrêmement intelligent et diplomate, il va intervenir sur le nouveau quartier en termes de politique urbaine, par exemple de proposer que le poids financier du jardin soit pris en charge par la ville. En 1884, c'est intelligent, c'est un deal intelligent qui permet à la fois de respecter les industriels. Donc, d'abord, c'est une propriété privée, encore aujourd'hui, hein. Encore aujourd'hui, j'apprenais l'autre jour qu'il y a un projet d'exposition sur de mettre des panneaux d'exposition sur les colonnes du square, eh bien, il faut demander l'autorisation aux différents propriétaires. Donc, vous avez là une prise en charge de ce quartier qui, par ailleurs, fonctionne bien. Je veux dire, il n'y a pas de taudification en vue, donc il n'y a pas de raison que les autorités allemandes aillent encore une fois chatouiller les propriétaires. C'est un quartier qui est bien géré, qui n'a pas besoin d'intervention, et la période allemande se garde bien l'autorité allemande se garde bien de se mettre ce problème-là sur le dos. Voilà. Alors, une autre question de Monsieur Jean-Luc Bischoff. N'étant pas originaire de Mulhouse, Marie-Claire, qu'est-ce qui a valu ta passion pour cette ville? Ah, bonne question. Non, c'est vrai que non seulement je ne suis pas originaire, mais je ne suis pas du tout alsacienne. Heureusement, j'avais fait de l'allemand dans le secondaire. Écoute, je vais te répondre. J'ai décidé je voulais travailler comme je voulais faire de la recherche. J'étais moderniste d'origine. Et puis, quand je suis arrivée ici, je me suis rendu compte que malheureusement, les archives en langue allemande ce n'était pas possible que je peux les déchiffrer, la question n'est pas là, mais je n'aurais pas été compétente. Et donc, j'ai été amenée à venir travailler sur le 19e siècle. Et je ne le cache pas, je suis de gauche. À la fin des années 70, au courant des années 70, il y avait, qu'on le veuille ou non, une sorte de régression de la dynamique ouvrière dans le pays. Et je me suis dit que j'avais envie de travailler sur ce monde ouvrier et sur la question sociale en particulier. Et Mulhouse est de ce point de vue-là non seulement une ville du monde ouvrier, mais une ville de la relation entre patron et ouvrier. Et c'est ça qui m'a intéressée, c'était la façon dont la question ouvrière était prise en charge par la philanthropie patronale. Et c'est la relation de classe qui m'a intéressée, justement pour essayer de comprendre dans quelle mesure c'était la lutte des classes, hein, dont j'étais nourrie moralement, éthiquement dans mes références de citoyenne, et de me rendre compte que la lutte des classes ne rendait pas compte complètement de la réalité des relations sociales qui sont construites sur autre chose. Donc voilà, ça m'a passionnée parce que quelque part, je m'y suis retrouvée et du coup aussi challengée. Voilà. Merci. Une autre question de Monsieur Bertrand Rizacher. Régis a évoqué l'empreinte de la franc-maçonnerie dans le plan du nouveau quartier. Est-ce une réalité? Alors, c'est un débat. Par exemple, Raymond Oberlé, le grand historien de Mulhouse, n'a jamais écrit noir sur blanc que c'était un plan maçonnique. En même temps, je veux dire que Nicolas Quéclin a été un des fondateurs de la loge. Il a été parmi les 17 fondateurs de la loge La Parfaite Harmonie en 1809 ou 1808, je ne sais plus maintenant, mais bon, les historiens ont toujours mauvaise mémoire. Donc, et ce que je voudrais dire, c'est qu'ils n'ont aucune honte à être francs-maçons. Et la franc-maçonnerie, ce n'est pas le secret, c'est la discrétion. C'est deux choses différentes, alors on peut discuter, mais c'est ce qu'ils affirment, eux, je veux dire, c'est leur discours. Et donc, je ne vois pas pourquoi ils n'auraient pas trouvé une solution urbanistique, car comme l'a rappelé Régis, c'est une solution urbanistique, puisqu'à partir de ce moment-là, on peut, je le disais, c'est un croisement entre les routes qui vont vers Bâle et Altkirch et la route nord-sud. Donc, comme par hasard, ça fait un T, et donc pour s'installer sur le T, l'éventail, c'est parfait. Donc, il y a une solution urbanistique qui permet en plus de former le triangle. Et je rappelle que le triangle, c'est maçonnique, mais c'est religieux. C'est la Sainte Trinité. Et avant que le GOF, je crois que c'est en 1877, que le Grand Orient de France renonce à la référence au grand architecte de l'univers, la franc-maçonnerie est profondément spirituelle. Elle est porteuse d'un discours religieux. Donc, il n'y a pas pour moi de contradiction. Ce n'est pas comme les catholiques qui refusent, qui considèrent que la franc-maçonnerie est athée. Pas du tout. Ces hommes-là, ils peuvent être à la fois protestants et francs-maçons.
Et leur prise en charge de la cité va à la fois faire de leur franc-maçonnerie une franc-maçonnerie opérative et pas, comment dirais-je, intellectuelle, je dirais. Je ne sais pas quel est le terme, je ne suis pas moi-même initiée. Hein. Donc, mais ils vont faire une franc-maçonnerie opérative qui prend en charge la cité. Et pour moi, c'est encore une fois la poule et l'œuf. Je ne sais pas si c'est leur protestantisme ou leur franc-maçonnerie qui va expliquer leur philanthropie. Et en tous les cas, ce n'est pas incompatible. C'est le symbole de la Trinité, au moins autant pour eux, hein, je pense, que le symbole de la franc-maçonnerie. En quelque sorte, ils ont joint l'utile au symbolique. Absolument. Mais au fond, c'est ça l'histoire des représentations. La représentation, c'est une prise en charge, un discours sur le réel. Et leur discours sur le réel, on ne peut pas faire plus réel que d'Urbain, hein, est profondément lié à leur vision du monde. Et cette vision du monde, il est fait d'un certain nombre d'ingrédients, mais qui se lient ensemble, et qui est leur attachement à la France des Lumières, leur attachement au courant maçonnique et leur foi en acte. Voilà. Alors, une dernière question de Madame Françoise Offert, qui a occupé le bâtiment de la société industrielle depuis le début jusqu'à nos jours. Alors, il y avait la société industrielle avec ses différents comités, avec surtout sa bibliothèque. Hein, parce qu'au cœur de la société industrielle de Mulhouse, il y a le savoir, le partage des savoirs, hein, d'où les comités, d'abord des comités très techniques, de la chimie, etc., qui ont fait de la diffusion scientifique et technique, hein, qui est maintenant le rôle de l'université, ce qui est logique d'ailleurs maintenant que la BUSIM, la bibliothèque de la CIM, soit universitaire. Il y a la bibliothèque, il y a les différents lieux de réunion de la CIM, et puis à la base, il y a, comme le rappelait Régis, en 1828, le roi Charles X vient à Mulhouse, quand même le roi, bon à l'époque il est avec un ministère libéral, mais enfin c'est quand même le roi ultra, hein, ce qu'on appelle ultra-royaliste, et dans le cadre de sa réconciliation avec Mulhouse, pour mettre fin à la dynastie, la décennie, pardon, de troubles anti-Bourbon, il va accorder à la ville une bourse, ce qui fait qu'enfin, à Mulhouse, les échantillons de coton, etc., pourront venir sur Mulhouse. Donc, la base, le rez-de-chaussée, si vous voulez, sous les arcades, va accueillir des institutions publiques, enfin non liées à la CIM, comme par exemple la bourse, la chambre de commerce, etc. La chambre de commerce. Je ne peux pas vous répondre plus précisément, hein, parce que je n'ai pas directement travaillé sur le bâtiment lui-même, mais voilà. Donc, ça a vraiment été pour les fonctions de la CIM et les fonctions commerciales. En ce sens, ça renforce évidemment la fonction CBD. Il y avait des entrepôts juste derrière, hein, puisqu'on avait le grand bassin de déchargement jusqu'en 1874. Et puis au XXe siècle aussi, détrompe-moi si je bêtise, mais il y a également un certain nombre de syndicats patronaux qui viennent s'établir dans l'immeuble, à tel point qu'en 1979, ayant trouvé porte close, un certain nombre de manifestants d'un atelier de la SSIM saccagent quelques salles de la CIM, faute d'avoir été reçus par leurs interlocuteurs patronaux de l'autre côté du bâtiment. Donc, on a un bâtiment qui est un symbole, hein, finalement. Patronal, c'est très clair, un symbole patronal, absolument. Et tu rappelles en effet que les années 70 ont été des grandes années de conflictualité sociale, parce que bon, la crise est en train de frapper, et aussi l'extraordinaire expérience Schlumpf, par exemple, mais qui a quand même, pour les patrons, n'a pas été un moment extraordinaire. C'est vrai qu'il y a eu des grands moments de conflictualité, et la place est un petit peu petite pour les manifestations grandioses, je dirais. Je rappelle que c'était la dalle du marché, hein, qui a accueilli de très nombreuses manifestations. Mais c'est vrai que la CIM est devenue le symbole du monde patronal et dans la seconde moitié du 19e siècle, c'est sûr que de ce point de vue-là, il a pu le payer cher à certains moments, absolument. Absolument. Très bien, merci beaucoup Madame Vito. Merci Régis pour tous ces éléments. Si la 5e édition vous a plu, je peux d'ores et déjà vous donner la date de la prochaine édition des Cafés de l'Histoire qui aura lieu le jeudi 10 juin à 9h et qui portera sur l'épopée nucléaire. Donc voilà, notez déjà la date dans vos agendas et puis les invitations partiront très bientôt. Et nous recevons Théva Meyer, notre collègue maître de conférence. Oui, exactement, oui. De l'UHA, qui est le spécialiste de la question. Merci. Merci.
Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir à tout le monde.